projets de loi portant sur les processus électoraux en RDC. Jusque-là, des articles à réviser n'ont pas encore filtré. Présentation ce mardi 10 juin par le Programme alimentaire mondial des résultats de l'analyse détaillée de la sécurité alimentaire en RDC. Ceci après 2 années d'études menées dans différents milieux ruraux du pays. Le professionnel de médias à l'École des droits de l'homme, un atelier de suivi, est organisé à l'intention de journalistes qui avaient pris part à la 19e session de droits de l'homme à Genève. Une manière de responsabiliser le média à la protection et à la promotion des droits de l'homme. La grande édition du journal vous est présentée par James Katambwa. Bienvenue à toutes et à tous et merci de nous avoir choisis pour votre information. Le Conseil des ministres a adopté ce lundi 9 juin 2014 4 projets de loi portant sur les processus électoraux, dont celui relatif à la révision de certains articles de la Constitution. Une manière pour le gouvernement de la RDC de mettre à jour la nécessité de réaménager le cadre légal qui régit les élections. Commentaire, Laïne Bofandomo. 4 projets de loi seront soumis dans les tout prochains jours à l'examen et adoption au Parlement de la RDC. C'est ce qui ressort du Conseil des ministres tenu le lundi 9 juin 2014 à la Cité de l'Union africaine. Il s'agit notamment de projets de loi sur les élections urbaines, municipales et locales, du projet de loi portant sur les élections provinciales, sénatoriales et sur les élections des gouverneurs et des vice-gouverneurs, du projet de loi relatif aux élections présidentielles et législatives et le projet de loi portant sur la révision de certains articles de la Constitution. Pour le porte-parole du gouvernement cité par Okapinet, ce réaménagement permettra de doter chaque niveau d'élection des dispositions légales particulières afin de faciliter leur organisation. Il est en outre, à en croire Lambert Mende, les résultats d'une évaluation des élections de 2006 et 2011. Cependant, le compte-rendu du Conseil des ministres n'a pas indiqué les articles de la Constitution qui sont visés par cette deuxième modification de la loi fondamentale promulguée le 18 février 2006. On se souviendra que la question relative à la révision de la Constitution a fait l'objet des débats houleux dans toutes les couches de la population, à savoir la classe politique, les associations non gouvernementales, les confessions religieuses et même la communauté internationale. Parlons encore élection en nous focalisant sur la Commission électorale nationale indépendante qui a organisé ce mardi 10 juin une matinée d'information au profit des organisations affiliées à la Commission africaine de supervision des élections au collège Boboto. L'abbé Apollinaire Malou a saisi l'occasion de cette rencontre pour expliquer à l'assistance des élections dont le calendrier a été déjà publié. Reportage Rikizam. Avec 750 membres de la Commission africaine pour la supervision des élections CAS, l'abbé président de la CENI a expliqué le tenant des élections locales, municipales et urbaines aux différents acteurs de 63 organisations de cette Commission africaine venues de 4 districts de Kinshasa, la capitale. L'abbé Malou est revenu en présence de 4 membres de l'Assemblée plénière de la CENI sur les scrutins municipaux, urbains et locaux pour l'élection de conseillers de communes, groupements et secteurs. La problématique de mode de scrutin direct ou indirect. 7275 bulletins de vote distincts à produire puis à déployer ensuite vers des destinations uniques, notamment au groupement pour l'arrière-pays et dans des communes pour la ville. Aussi, il a abordé la question non encore tranchée au Parlement sur les 2 options proposées dans la feuille de route publiée par la CENI depuis janvier 2014 concernant l'élection des députés provinciaux. Nous nous réjouissons de telles initiatives. Après la commission épiscopale Justice et Paix qui a mobilisé toutes ces commissions diocésaines, voilà, nous sommes avec la CAS et aujourd'hui on était devant environ 750 compatriotes qui veulent comprendre le processus électoral, qui veulent aussi faire le suivi de ce processus. Parce qu'en matière électorale, il n'y a pas de spectateurs et d'acteurs. Tout le monde est acteur, chacun à son niveau. Réputé pays de tous les records, la RDC compte 457 partis politiques agréés et qu'à ce jour, seuls 288 ont signé le code de bonne conduite. 694 délégués de partis politiques ont été accrédités au titre de mandataires, assurant le lien avec la CENI. Avec 750 membres de la
Rendons-nous à présent à la Chambre haute du Parlement où le ministre de l'EPSP, Maker Mwangou, a répondu ce mardi 10 juin aux préoccupations lui exprimées par les sénateurs au sujet de la révalorisation de l'enseignant au Congo-Kinshasa. Ce projet a été envoyé à la commission socio-culturelle pour un examen approfondi. L'enseignant doit quitter la carrière plane pour une carrière hiérarchisée. Une fois de plus, Eric Issa. Dans ses réponses aux préoccupations des sénateurs mardi 10 juin, le ministre Maker Mwangou est plusieurs fois revenu sur une recette. Quand on améliore les conditions sociales et les conditions de travail de l'enseignant, la qualité du système éducatif suit également. Chiffré à 650 000 dans l'ensemble de la République, seuls 357 000 sont payés avec une masse salariale de 33 milliards de francs congolais le mois. L'enseignant congolais devra par le concours du pouvoir exécutif et législatif avoir un statut particulier. Le seul secteur public en emploie 545 000 à l'échelle nationale, d'où l'importance d'insister sur la carrière de l'enseignant et de tous ceux qui l'accompagnent dans sa noble tâche aux gains multiples pour la nation. Nous ne pouvons pas résumer la valorisation de la fonction enseignante par les salaires. C'est vrai que le salaire, c'est un élément important, mais nous ne pouvons pas résumer ça au niveau du salaire. Il y a ces conditions sociales. Aujourd'hui, par exemple, la mise en œuvre de la mutuelle de santé prend en compte la valeur de l'enseignant, valorise la fonction enseignante. Les problèmes de la carrière même de l'enseignant valorisent la fonction enseignante. C'est pourquoi nous avons proposé ces textes pour que l'ensemble de la question qui concerne la valorisation de la fonction enseignante soit prise en compte, dont la rémunération, dont les avantages sociaux, dont les primes. En 1960, le budget national consacrait 30% à l'éducation. Puis la RDC est tombée jusqu'à 3% pour remonter aujourd'hui à 16%. Le gouvernement, par le projet de réhabilitation des infrastructures scolaires, en est à l'ajout de 1000 écoles par an pour rompre le déséquilibre et surtout assurer l'augmentation du taux d'accès des enfants à l'école, quel qu'en soit le sexe et le point d'habitation. Restons au Parlement en nous rendant à présent à la Chambre basse où la séance plénière de ce mardi 10 juin 2014 a été consacrée au vote de la loi portant régime des zones économiques spéciales en RDC. Ceci fait suite à l'harmonisation des vues par la commission mixte paritaire Assemblée nationale Sénat. Laïne Bofandombongo. La loi portant régime des zones économiques spéciales a été votée ce mardi 10 juin 2014 par l'Assemblée nationale au cours de la séance plénière. Cette loi ainsi votée vient de doter la République démocratique du Congo d'un nouveau cadre juridique pour son développement harmonieux dans la mesure où ce texte de loi offre au pays 4 axes régionaux au regard d'énormes potentialités économiques que regorge l'ensemble du territoire national. Une commission mixte Assemblée nationale Sénat a été mise sur pied dans le cadre de cette loi pour harmonisation, étant donné que celle-ci n'a pas été votée dans des termes identiques par les deux chambres du Parlement avant sa transmission au président de la République pour promulgation. Tout à fait autre chose à présent. Du 29 mai dernier au 9 juin 2014, les OPJ ont été formés au respect du droit de personnes privées des libertés et d'humanisation par la police nationale congolaise. Cette formation a eu lieu après que Madame la vice-ministre de la Justice et Droits humains ait fait les monitoring dans différentes maisons de détention de Kinshasa. Patricia Molengo Mbolekuni, Solange Kwale Pembele et Ange Kassa ont assisté à la clôture de cet atelier. Après avoir fait le monitoring dans différents cachots, amigos et maisons de détention dans la ville de Kinshasa, notamment à Mbakana où certaines personnes ont été arrêtées pour des faits tels que élevage de chèvres sans titre de propriété ou mauvaise préparation de la chikwang pour un client, la vice-ministre de Justice et Droits humains, Madame Magui Sakina Bintou, a ordonné la tenue de cet atelier à l'intention des OPJ afin d'améliorer le travail de la police nationale congolaise en ce qui concerne le respect de droits de personnes privées de liberté. Nous osons croire que les chefs hiérarchiques ont mesuré la lourde responsabilité qui est la leur vis-à-vis des éléments qui sont sous leur commandement. Nous espérons qu'ils ne ménageront aucun effort pour mettre en pratique les enseignements qu'ils viennent de bénéficier ces jours. Il en va non seulement de l'intérêt de leur personne, mais aussi
de celui de la police nationale tout entière. Au terme de travaux et séances plénières de cet atelier, les sanctions vont suivre, a promis la vice-ministre. Et de la semaine prochaine, 2 groupes seront mis en place pour le suivi. La vice-ministre a également émis le vœu de voir les policiers formés devenir de performateurs à leur tour pour la bonne marche de la police nationale congolaise en matière de justice. Justice encore, la chambre préliminaire 2 de la Cour pénale internationale a confirmé à l'unanimité lundi 9 juin 2014 les charges portées contre Bosco Ntaganda, à savoir 18 chefs des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. L'affaire Ntaganda est renvoyée au procès. Le détail dans ces commentaires de Sylvie Fortuné-Mboula. Un procès est désormais acquis pour Bosco Ntaganda après les audiences de confirmation de charges qui ont eu lieu au mois de février 2014. Les juges ont estimé à l'unanimité que les preuves collectées par la procureure sont suffisantes pour le renvoyer au procès. En effet, Bosco Ntaganda, ancien chef rebelle, est accusé d'avoir joué un rôle central dans les crimes ethniques, le massacre de Lendu en Ituri, les viols des mineurs par lui-même et ses troupes, les traitements dégradants des jeunes filles de moins de 15 ans en esclaves sexuels, le recrutement d'enfants et leur utilisation dans les conflits armés. À l'unanimité, les juges de la Cour pénale internationale ont confirmé les charges portées contre Bosco Ntaganda et l'ont renvoyé devant une chambre de première instance pour y être jugé. En outre, soutient-on, les crimes reprochés à Bosco Ntaganda ont notamment été commis lors de 2 événements, à savoir des attaques en novembre et décembre 2002 dans la collectivité des Bangali Kilo et en février 2003 dans la collectivité des Walendu Djabi. La décision de confirmation de charges peut faire l'objet d'un appel avec l'autorisation de la chambre préliminaire. Les juges de la Cour pénale internationale vont annoncer ultérieurement la date de l'ouverture du procès. Dans un tout autre registre, l'Institut international des recherches sur les politiques alimentaires et le Programme alimentaire mondial, PAM, ont présenté ce 10 juin 2014 les résultats de l'analyse détaillée de la sécurité alimentaire et de la vulnérabilité en RDC. C'était à l'hôtel Sultani en présence du ministre de l'Agriculture, Jean Chrysostome Vahamouiti, Patia Amouli et Guimaoui. Cette étude, menée sur l'insécurité alimentaire, est la première et rare qui couvre tous les territoires congolais. Avec plus de 25 millions de ménages enquêtés en milieu rural, elle a coûté plus d'un demi-million de dollars, comme l'a indiqué Kofi Akakpo du Programme alimentaire mondial. Pour Sylvia Caruso, directrice adjointe du Programme alimentaire mondial en RDC, la mise en œuvre d'un programme macroéconomique par le gouvernement congolais est une bonne chose pour évaluer les niveaux de l'insécurité alimentaire. Le Congo est un pays aux ressources immenses, mais qui, pour des raisons multiples et variées, connaît paradoxalement des problèmes d'insécurité alimentaire depuis des décennies. Face à plusieurs millions de personnes qui n'arrivent pas à avoir une nourriture adéquate ou des enfants frappés par la malnutrition, les organisations que nous représentons ici aujourd'hui ont toujours manifesté leur souci et leur engagement constant d'apporter une assistance. Ces études sont coûteuses et prennent beaucoup de temps. En effet, pour cette étude, il y a eu un investissement d'environ un demi-million de dollars et 2 ans de travail. Dans son intervention, le ministre de l'Agriculture, Jean Chrysostome Vahamouiti, a souligné que cette étude aidera le gouvernement à mener d'autres études sur les déficits alimentaires au pays. Nous disposons là déjà de certaines indications qui ont fait l'objet d'enquêtes sur terrain. Notre système statistique soit renforcé à capacité et puisse être la référence et pour le gouvernement lui-même et pour l'ensemble des autres acteurs dans le secteur agricole. Et cela est certainement vrai dans les autres secteurs. En somme, tous ont plaidé pour la mise en place des politiques de lutte contre l'insécurité alimentaire et la promotion de la microfinance dans ces secteurs. GED, journaliste en danger, organise du 10 au 11 juin l'atelier de suivi de la 19e session de l'EPU de la RDC sur la responsabilisation des médias, sur les droits de l'homme
Et cela se passe au CEPAS. Ce sont des professionnels des médias ayant pris part à cette 19e session à Genève qui y participent. Dieu merci, nous avons Bédouzen Bélébélé. Quelques journalistes de la RDC ont pris part à la 19e session de l'EPU, entendez, étude périodique universelle à Genève, mise en place par le Conseil des droits de l'homme. Elle permet à chaque pays de présenter un rapport relatif à la situation des droits de l'homme, raison pour laquelle l'ONG Journalistes en danger organise cet atelier dans le but non seulement de faire le suivi des recommandations formulées, mais aussi de prendre des engagements à pouvoir accompagner cette thématique. C'était vraiment une expérience enrichissante parce que nous avons pu remarquer à un niveau un peu plus élevé comment un rapport tel que celui-là peut avoir de l'impact, peut avoir de l'influence dans la conduite d'un État. C'était une satisfaction que quelque part quand même le travail que nous faisons porte des fruits. Mais cela ne veut pas dire non plus qu'on doit baisser les bras. C'est-à-dire que maintenant la RDC a reçu des recommandations. À Genève, 190 recommandations ont été exprimées avec précision pour la RDC, dont 40 liées aux violences sexuelles et une à la diffamation. En septembre, le ministre de la Justice, garde des Sceaux et droits humains y est attendu pour discuter sur celles qui seront retenues. Ouvrons à présent la page sportive en faisant un clin d'œil à nos milliers de téléspectateurs du Nord Kivu par cette brève qui nous vient justement de notre correspondant de Béni, Fiston Mamba Larousse. 2 matchs se sont joués cet après-midi au stade municipal de Béni au compte de la phase allée de la finale du championnat provincial du Nord Kivu. En première heure, l'AS Nyuki de Butembo a battu l'AS Kapako de Béni par 2-1. Le second match entre les DC Virunga et l'AS Kabasha s'est achevé sur le score de 1 partout. Après avoir bien défendu l'image de la RDC à la phase éliminatoire de la zone sud, les Léopards rugby sont revenus dans la capitale et un accueil chaleureux leur a été réservé. Signalons qu'ils nous reviennent avec les titres des vice-champions de la zone sud du rugby. Ndaï Lambochi, Natacha Bomongo et Damemanko. Une ambiance festive a dominé lors du retour de la délégation de Léopard Rugby de l'RD Congo qui a pris part à la Coupe d'Afrique de Nations de la balle ovale, zone sud Kigali au Rwanda. Le directeur technique national Franck Mériot fait les récits de cette participation au banquet continental. Nous sommes partis avec du retard, mais malgré ça, nous avons gagné nos 2 matchs contre le Burundi et le Rwanda, qui sont des équipes qui jouent depuis de très nombreuses années dans les compétitions. Mais malgré ça, malgré nos retards, nous étions incomplets. Là, nous avons quand même réussi à gagner, ce qui montre que le rugby au Congo est une vraie réalité. Les Léopards Rugby sont satisfaits de leurs prestations à la CAN de la balle ovale. Ils livrent leurs impressions. Malgré des situations difficiles qui auraient pu occasionner même nos défaites, on a mouillé nos maillots et nous avons gagné les 2 matchs face à l'équipe de Burundi et l'équipe de Rwanda. Le résultat est là et tout le monde ne croyait pas. Comblé, le président de la Fédération congolaise de rugby Herman Bonio savoure les délices de la victoire. C'est vraiment un jour de joie puisque nos joueurs reviennent de Kigali. Et pendant cette campagne au Rwanda, ils ont gagné tous leurs matchs. Donc c'était important qu'ils nous voient à l'extérieur, ils nous ont vus.